Marc Leval, le Mac de l'après-midi. Sud Radio. Un petit livre de poche très intéressant, très instructif. Les questions que les enfants se posent sur l'alimentation et les réponses qu'apportent les scientifiques et le corps médical. Le docteur Didier Montet est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Merci. C'est avec plaisir que je suis avec vous. Eh bien c'est partagé. Merci infiniment d'être là et merci pour votre ouvrage qu'on va éplucher et voir un petit peu les réponses que vous apportez aux questions qui nous embarrassent nous parents parfois, avec les enfants qui se disent tiens et pourquoi ceci et pourquoi cela et pourquoi le Coca-Cola a une couleur noire. Va répondre à ça. Va répondre à ça. Il m'en embarrassé aussi. Ça a été une des activités les plus difficiles des derniers mois, c'est de pouvoir répondre à des enfants sur des questions comme ça. Exactement. Est-ce que manger du poisson, éventuellement, ça améliore le QI, l'intelligence? Ça va répondre à une question comme ça, c'est pas simple. Bon, on va voir ça dans le détail. Professeur Antoine Avignon également avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, je suis ravi de vous accueillir. Évidemment, votre expertise, votre témoignage, ce sera tout à fait complémentaire avec le docteur Didier Montet. Alors, ce livre, très intéressant parce que, encore une fois, il y a des questions qui semblent comme ça quand on les regarde, ne serait-ce que sur la table des matières, on se dit, bah oui, c'est évident, comment faire pour savoir si la nourriture est bonne ou pas? Est-il grave de dépasser la date de péremption des produits alimentaires, etc. Bon. Au premier abord, comme ça, quand on lit le truc, on se dit, bah, c'est facile à répondre. Sauf que quand l'enfant vous pose la question, d'abord, il faut se mettre peut-être à la hauteur de l'enfant pour ne pas donner d'informations trop complexes, docteur Montet. Ah oui, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai plus l'habitude de rencontrer des gens qui me comprennent quand je parle dans les conférences, plutôt que des enfants que je ne connaissais pas. Bon, l'histoire est venue d'une rencontre avec des élèves de CM1 et CM2 lors d'une fête de la science. Et le professeur m'a invité à venir, donc ce que j'ai accepté avec plaisir, parce que c'est un peu notre rôle aussi de divulguer aux gens nos connaissances. Et là, bon, j'ai eu toutes les surprises. En plus, les enfants avaient travaillé avec leurs parents, donc j'ai eu à la fois les questions des enfants et les questions des parents, mais posées par les enfants. Et effectivement, pour répondre au style de questions que vous allez me poser après, vous allez voir, c'est pas aussi simple que ce que l'on croit. Exactement. Voilà. Est-ce que, alors, ces enfants CM1, CM2, ils ont quel âge? Ils ont une dizaine d'années? C'est ça, oui, entre 10 et 11 ans. Ouais, 10-11 ans, ouais. Mais il y a quand même des questions assez... c'est très précis, quand même. C'est pas des questions farfelues, comme ça, qui sortent des Walt Disney ou des bandes dessinées. C'est quand même du très concret. Oui, effectivement. Bon, ces questions ressortent aussi quand ils les posent eux-mêmes, mais je crois qu'ils ont discuté pas mal avec leurs parents avant de venir. Et donc, je crois que c'est le résultat de questionnements de parents et d'enfants ensemble lors du repas du soir. Et il y en a des croustillantes, effectivement. Oui, exactement. Alors, professeur Antoine Avignon, vous êtes, je rappelle, au département endocrinologie, diabétologie et nutrition au CHU de Montpellier. Vous êtes confronté aux plus jeunes qui sont obligés de vous consulter et qui vous posent des questions parfois où vous pourriez être, même vous, professionnel de santé, embarrassé? Ouais, écoutez, je crois que la question, quand ils viennent consulter, ils sont plutôt... C'est quand même pas leur domaine. Dans l'école, c'est leur domaine. Quand ils viennent, surtout dans le secteur hospitalier, ils sont quand même un peu impressionnés. Donc, ça limite plus les questions. C'est sûr que c'est presque plus facile pour moi, là, je dirais. Oui, sauf qu'en règle générale, c'est et pourquoi ceci, et pourquoi je peux pas ça, et est-ce que vous croyez qu'il est possible que... Non, ça vous arrive rarement. Écoutez, non, sincèrement, dans le cadre de la consultation où ils viennent, nous, ils viennent surtout quand il y a un problème d'excès de poids à partir de l'adolescence, puisque moi, c'est le service d'adulte, donc c'est à partir de l'adolescence plus que les enfants qui vont en pédiatrie. Vous savez, il y a une certaine honte autour du problème et ils sont plutôt, je dirais, dans une certaine humilité. C'est assez difficile, au contraire. Docteur Didier Montet, vous avez été surpris si on devait faire une sorte de une rétrospective générale de votre ouvrage et de toutes les questions qui ont été posées. Il y a des choses qui vous ont particulièrement marqué, étonné? Alors, moi, le plus étonnant, ça a été que des enfants de 10-11 ans puissent me poser des questions sur le cancer. Sinon, le reste, c'était des questions beaucoup plus classiques. Mais bon, c'est passé par Popeye, c'est passé par la soupe faite. Enfin, ce genre de questions très classiques que les enfants entendent. Mais par exemple, est-il vrai que le jambon de pays est déconseillé le soir? Ça, c'est le genre de questions qu'on m'avait jamais posées avant. Alors, est-ce que le jambon de pays est déconseillé le soir? Il faut éviter de le manger, oui ou non? Alors moi, quand j'ai Antoine Avignon avant moi, je suis très ému parce que c'est un nutritionniste. Moi, je suis un pur produit des laboratoires et de l'alimentaire. Donc moi, je dirais que ça gêne pas du tout de manger du jambon le soir. Il n'y a aucun problème. C'est la quantité qui va poser problème et la quantité de matière grasse que va ingérer l'enfant. Mais est-ce que ça n'est pas de toute façon la règle générale, ça? On a fait beaucoup d'émissions sur l'alimentation encore hier. Tiens, on parlait du pain il y a pas très longtemps. Est-ce que c'est toute une question de dosage après tout? On peut tout manger.
question, ça c'est le genre de question qu'il faudra demander à Antoine. Je vais demander à Antoine Avignon alors. Je connais sa réponse. Professeur Antoine Avignon, on peut tout manger. Oui, je crois qu'effectivement, rien n'est mauvais en soi. Alors attention, il y a deux choses dans l'alimentation. Hein. Il y a les aliments et puis il y a, je dirais, un peu tout ce qui va être contaminant et toxique. Hein. C'est deux choses parce que je vois que dans le livre, ça a été abordé aussi. On peut avoir des toxiques. Alors si on parle de l'aliment, je dirais pur, hein, sans toxique, je crois qu'il faut se débarrasser de ces concepts où est-ce que c'est trop gras, est-ce que c'est trop sucré, est-ce que ça m'apporte du plaisir, ça me paraît extrêmement important et en quantité raisonnable qui répondent à mes sensations. J'ai faim, je mange, ça répond à ma faim, je m'arrête quand j'ai plus faim, je ne vais pas au-delà, je me goinfre pas, je me remplis pas le ventre à fond, et c'est déjà des choses extrêmement importantes, et pour moi c'est tout à fait l'essentiel que vous avez souligné là. Alors il y a un truc qui est important, c'est la notion de plaisir que vous évoquez, professeur. Alors certes, la notion de plaisir, mais moi si je me cantonne à la notion de plaisir, je vais manger n'importe quoi et que des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes. Êtes-vous sûr que si jamais vous vous débarrassez, est-ce que vous finirez pas par être lassé? C'est possible. Je suis pas si certain que ça. C'est à force de s'interdire les choses qu'elles font le plus envie. Et si on s'écoute bien, je pense qu'on ne va pas avoir envie que de sucreries. Bon, alors justement, dans ce livre du docteur Didier Montet, il y a évidemment différents aspects de l'alimentation qui sont approchés par justement les réponses que vous proposez aux enfants qui vous questionnent, des questions générales sur l'alimentation, sur les légumes, l'aspect nutritionnel, évidemment, les produits laitiers. Alors ça, Dieu sait qu'on entend tout et n'importe quoi, j'en parlais encore hier, sur les épices, les boissons, les fruits et les desserts, les viandes, les poissons, les œufs, bref, tout y passe. Alors on va commencer, j'en ai sélectionné quelques-unes. Vous allez me dire évidemment quelle réponse vous avez apporté au travers de l'ouvrage que j'ai lu qui est vraiment très très bien. J'en ai pris une qui est assez sympa. Est-il grave de dépasser la date de préemption des produits alimentaires? Je vous parle de ça parce que je connais une ado que je ne citerai pas qui a une obsession de la date sur les aliments. Et si vous avez 24 heures ou 48 heures de retard, tout de suite il y a une espèce de panique comme ça en disant aïe aïe aïe, il va m'arriver un truc. Alors, est-ce qu'on peut dépasser les dates limites inscrites sur les aliments? Vous savez, il y a un humoriste il y a quelques années qui avait dit « Mais qu'est-ce qui se passe à minuit dans la boîte de conserve ?» Alors, rassurez-vous, il ne se passe rien. Donc, il y a plusieurs types d'aliments qui existent. Il y a les aliments en conserve qu'on appelle les aliments stérilisés ou alors les aliments congelés. Alors, ceux-là ont une durée de vie quasi illimitée en termes de sûreté sanitaire des aliments. Donc, il n'y a aucun empoisonnement possible. Ce que vous pouvez perdre, c'est le goût du produit au cours du temps. Donc ceux-là, vous pouvez les manger quasiment éternellement. Si on trouvait une boîte de conserve fabriquée chez les Romains, par exemple, on pourrait la manger encore actuellement d'un point de vue sanitaire. C'est-à-dire, on ne s'empoisonnerait pas. Par contre, le goût se dégraderait au cours du temps parce qu'il y a plusieurs molécules là-dedans, comme les vitamines qui sont sensibles au temps et qui vont disparaître. Après, vous avez les aliments frais. Alors les aliments frais, c'est complètement différent parce qu'ils vont dépendre de la façon dont ils ont été traités. Par exemple, une vache, vous la tuez, donc la façon dont sera tuée la vache à l'abattoir est importante. Si par exemple la personne qui le fait est un professionnel, il pourra faire passer les bactéries du tube digestif sur la viande et donc empoisonner les gens. Donc dans ce cas-là, les durées vont être extrêmement courtes. Ça va être que quelques jours dans le cas où c'est très bien traité par l'industrie alimentaire. Ce qui est le cas dans nos pays européens. On n'a pas ces problèmes-là. Moi qui travaille beaucoup en Afrique, par exemple, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Quoi. Ouais. Alors vous dites par exemple, alors le lait frais par exemple consommé avant la date limite si possible, le lait stérilisé jusqu'à 2 semaines après la date limite, le lait pasteurisé jusqu'à 7 jours à température de 4 degrés maximum. C'est quand même très précis, vous apportez des éléments de réponse très spécifiques. Hein. Oui, en France, tout ça est très connu depuis très longtemps. Depuis Pasteur, on sait pasteuriser des aliments. Alors, du lait frais, le lait frais est un très bon aliment pour les enfants, mais aussi pour les bactéries. Donc, on peut avoir des bactéries tout à fait saines qui vont pousser sur le lait, comme les bactéries lactiques qui vont donner des yaourts. Et puis, il y a aussi des bactéries qui sont pathogènes, donc dangereuses pour la santé, qui peuvent se développer, puisque l'aliment est très bon aussi pour elles. Donc, un lait frais, on pourra le conserver au frais pendant quelques jours. Alors là, j'ouvre une parenthèse avec vous, professeur Antoine Avignon.
tous les nutritionnistes, les spécialistes, les diabétologues, tous ceux qui connaissent ce milieu et ce secteur de la santé, quand il s'agit de parler d'alimentation, je les ai tous interrogés là-dessus. J'aimerais avoir votre opinion sur le lait. Le lait, on entend tout, encore une fois, là aussi, et son contraire. On dit qu'effectivement, c'est bon pour la croissance, c'est bon pour les os, c'est bon pour le calcium, etc., etc. Sauf que aujourd'hui, il y a des tas de gens qui décrivent ça en disant qu'on nous a menti pendant des années, que c'est faux. On peut boire du lait quand on est petit, mais à partir d'un certain âge, il faut arrêter et ça devrait même se transformer en poison à l'âge adulte. Quelle est votre opinion, professeur Antoine Avignon ? Vous voulez la 50e opinion, si je comprends. Exactement. Mais parce que. Je pense qu'elle est différente des 49 mots. Je veux savoir, j'ai besoin, parce que c'est fou, j'entends tout et n'importe quoi. Écoutez, si on prend toutes les émissions, si on prend toutes les revues, effectivement, si vous en prenez 49, vous avez 49 avis. Alors moi, je crois qu'on va essayer, il y a des choses où il faut essayer de prendre les choses avec, je dirais, de façon rationnelle et raisonnée. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est de regarder ce que disent les bases scientifiques. Et les bases scientifiques, pour moi, je n'ai aucune démonstration d'un effet délétère quelconque du lait, y compris du lait de vache, sur la santé. Même pour les adultes, hein. Même pour les adultes. Ah, même pour les adultes, si vous regardez un petit peu les données de morbimortalité, c'est-à-dire tout ce qui arrive sur le plan cardiovasculaire en France, on se tient plutôt bien, on est plutôt en dessous d'un certain nombre de pays. Or, les produits laitiers, quand même, on est les premiers consommateurs avec tout ce qui tient aux produits fromagers. Et je ne crois pas que les Français soient plus malades que d'autres. Peut-être même au contraire sur le plan tout ce qui est cardiovasculaire. Donc, aucune donnée scientifique pour moi pour tout ce qui tourne autour de cette histoire de lait. Bon, alors donc effectivement, c'est un point de vue que vous ne partagez pas nécessairement avec, je pensais notamment à Thierry Soucard, que vous connaissez peut-être, hein, qui est un journaliste scientifique qui a écrit Les mensonges et propagande aux éditions Thierry Soucard justement. Puis alors lui, il y va, c'est-à-dire que pour lui, tout ça n'est que manipulation, lobbying, etc., etc. Bon, on a bien entendu votre point de vue, je l'enregistre. Je peux me permettre de je vous en prie. Moi, je n'ai pas poussé et encouragé en disant qu'il faut boire beaucoup de lait, qu'on n'aille pas dire j'ai aucun conflit d'intérêt avec l'industrie laitière. Et j'ai pas du tout dit qu'il fallait en boire, j'ai dit qu'il ne fallait pas le diaboliser, dire qu'il était mauvais. C'est pas du tout la même chose. D'accord, très bien, c'est noté. On va continuer à parler donc de ce livre, bien sûr, du docteur Didier Montet, les questions d'enfants concernant l'alimentation. Et une question, vous parents, je suis sûr que vos enfants vous le disent régulièrement, un petit mercredi au fast-food. Et la question, est-ce que c'est dangereux de manger dans un fast-food aujourd'hui ? Des ados, des enfants, des pré-ados ont posé les questions au docteur Didier Montet. Réponse dans un instant. Le Mac de l'après-midi, Sud Radio. Marc Leval. Aux éditions Edilivre, l'ouvrage du docteur Didier Montet, questions d'enfants concernant l'alimentation, les réponses aux parents et aux enfants, accompagné par le professeur Antoine Avignon qui nous donne également son expertise au département endocrinologie, diabétologie et nutrition. C'est au CHU de Montpellier que vous pouvez retrouver le professeur Antoine Avignon. Alors, docteur Didier Montet, la question je l'ai posée juste avant parce qu'elle figure bien sûr, et ça je me doutais que le fast-food allait rentrer dans l'univers plus que jamais des enfants, des pré-ados ou des ados. La question vous a été posée, est-ce que c'est dangereux, docteur, de manger dans un fast-food aujourd'hui ? Alors, on va vous répondre en deux étapes. Là, il va y avoir la réponse Didier Montet, la réponse Antoine Avignon, là aussi. Alors, Didier Montet, qui est un technologue alimentaire, là, il est un spécialiste de la sûreté des aliments au sens dangereux du terme, toxico, quoi. Ouais. Un fast-food va respecter exactement la même législation qu'un restaurant classique. Donc, dans un fast-food, vous n'aurez que des aliments qui sont classés sains d'un point de vue réglementaire. Donc, il n'y aura pas d'accident possible de ce côté-là. Et en plus, c'est des gens qui sont beaucoup plus surveillés que les restaurants classiques, par la répression des fraudes en particulier. Donc, pas dangereux. Simplement parce qu'il y a des enfants qui y vont. Et à chaque fois qu'il y a des enfants qui vont quelque part, c'est mieux surveillé. Donc, de ce côté-là, pas de problème. Après, pour l'aspect nutrition, dont je connais la réponse, je vais quand même laisser la parole à mon collègue qui est un spécialiste. Antoine Avignon, professeur, dangereux ou pas les fast-foods ? Alors, dangereux, encore une fois, comme on a démarré l'émission, c'est une question de quantité. Ouais. Je crois que le fast-food fait partie de notre société, et plus on va s'y opposer avec les enfants ou les ados, plus on va leur donner envie d'y aller. Donc, pour moi, le McDo, excusez-moi, il ne faut pas citer la date, du coup, je mélange la marque, le fast-food, une fois de temps en temps, parce que ça fait partie de l'intégration à la société, pourquoi pas. Là où ça devient un problème, c'est quand c'est une dérive, et puis que finalement, on a des familles un petit peu où, à chaque fois qu'on sait
pas quoi faire, on va au fast-food, et puis on y va souvent, et puis on y va de plus en plus souvent. Et ça, en équilibre nutritionnel, ça m'étonnerait que si on va souvent au fast-food, on puisse trouver l'équilibre nutritionnel idéal pour une bonne santé et une bonne croissance en y mangeant régulièrement. Voilà, donc encore une fois, tout est une question de dosage. Voilà, tout est une question de proportion, de dosage, bien sûr, parce qu'il y a aussi de bonnes choses. Vous le dites, docteur Montet, il y a des bonnes salades, il y a des bons poulets et des bons poissons. Oui, dans les fast-food. Je ne peux que l'admettre, j'adore manger, moi, donc il n'y a pas de problème. C'est ça, moi aussi. De temps en temps, on peut se faire plaisir, évidemment. Le plaisir, avant tout. Les boissons, tiens, un mot sur les boissons. Et alors, cette fameuse boisson noire, on peut dire le nom parce qu'elle est officiellement dans le petit Larousse, c'est le Coca-Cola. Et alors, vous avez une question, et j'imagine 2 secondes. Est-ce que vous avez hésité à répondre à cette question? Vous vous êtes dit, oh mon Dieu, effectivement, pourquoi est-ce que le Coca-Cola est noir? Oui, parce que c'est le genre de question qu'on ne nous pose jamais. Alors, il n'existe pas de colorant noir en agroalimentaire, donc c'est forcément dû à une réaction qui a eu lieu. Donc aux enfants, vous n'allez pas leur dire il y a une réaction qui a eu lieu, donc je leur ai inventé une réponse qui me paraît assez plausible, qui est due certainement au caramel, qui se forme lorsque le sucre est chauffé, traité à l'acide et chauffé. Chauffé, je ne sais pas si le Coca-Cola est bien chauffé. Oula, attention, parce qu'on vous entend assez mal d'un seul coup, donc si vous pouviez juste éviter de trop bouger, s'il vous plaît. Oui, vous dites effectivement, c'est la couleur noire serait due au chauffage du caramel et de la vanille. Hein. Voilà, le caramel en présence de sucre donne un colorant noir. Voilà, ça c'est une réaction chimique qui est connue, qu'on utilise nous en laboratoire pour doser les sucres. Alors moi, il y a la vanille aussi. La vanille, absolument. Alors je vais vous donner aussi la composition. Alors ça c'est assez sympa parce qu'on sait que c'est un secret d'état absolu qui serait détenu dans un coffret blindé au sous-sol de la SunTrust Bank à Atlanta, la formule magique du fameux Coca-Cola. Vous dites que vous êtes tombé sur un petit manuscrit où il y a une partie, qui serait censée être une partie de la formule magique du Coca-Cola. Vous mettez dans votre livre un extrait de liquide de coca, donc il y a de l'acide citrique, de la caféine, du sucre, il y a de l'eau, du jus de citron vert, de la vanille, du caramel, etc. etc. Bon, ça c'est une partie. Ça c'est vrai ou pas? Vous avez vraiment eu le document dans les mains? On le trouve sur Internet très facilement, oui, l'histoire du coca, et même sur le site de Coca-Cola, vous pouvez aller trouver ce genre d'informations. La formule. Oui. Enfin, là, c'est une formule approximative. Ah oui. Parce que vous avez vu, mais il manque quelques chiffres dans la formule. Exactement. Et en science, c'est notre spécialité d'oublier les chiffres qu'il faut. Hein. Alors, sur ces boissons, comme le Coca-Cola, et notamment les boissons énergisantes, je vais y arriver. Vous dites d'ailleurs, Didier Montet, vous dites attention, ne pas confondre les boissons énergisantes et les boissons énergétiques. Et on a souvent l'habitude de faire l'amalgame. Oui, c'est un petit peu différent d'un point de vue composition. Là, les énergisantes, on va mettre des produits qui auront tendance à réveiller les gens. Hein. Le plus connu, c'est la caféine. Mais là, dans le produit actuel, on a de la taurine, qui est un dérivé d'acide aminé, qui sont c'est des produits qui vont vous aider à rester éveillé le plus longtemps possible. Alors, ils sont pas dangereux en tant que produits, ils sont dangereux par le fait qu'ils vont vous laisser éveillé et que pendant que vous êtes éveillé, vous risquez de faire des bêtises, comme boire par exemple. Donc c'est souvent la somme boisson plus, boisson énergisante plus boisson alcoolisée qui est détonnant. Et là, on peut aller jusqu'à des problèmes graves chez des gens qui sont pas très costauds. Voilà. Alors, autre question, et là je m'adresse évidemment au professeur Antoine Avignon, et j'ai un petit garçon de 8 ans qui aime évidemment cette boisson Coca-Cola, et je lui dis, tu sais chérie, il faut pas trop en boire, il y a beaucoup de sucre, etc. Bon, et il me répond, mais papa, on s'en moque, c'est du zéro et du light. Alors, quand votre petit vous raconte ça, qu'est-ce que vous répondez dans la foulée, professeur? Après, il faut dire la vérité aux enfants. Quand il vous dit qu'il n'y a pas de sucre dans le zéro light, il a raison. Ça, c'est tout à fait vrai. Donc, vous ne pouvez pas lui dire qu'il apporte des calories par là. Maintenant, que fait la consommation de produits light en chargeant d'édulcorants consommés en grande quantité pendant des années? Les études vont être rassurantes. Moi, j'ai quand même pas la réponse. Alors, il faut savoir que dans le zéro et le light, il n'y a pas du tout la même quantité d'édulcorants. Dans le zéro, il y a 2 fois plus d'édulcorants que dans le light, par exemple. Mais en tout cas, en calories, ça n'apporte pas de calories, ça c'est sûr, et ça n'apporte pas de sucre. Il y a Olivier qui me parlait dans les ordres, dans le casque, avec une boisson. C'est quoi cette boisson le Coca Life. Alors maintenant, il y a le Coca Life qui vient de sortir. Vous connaissez ça? Écoutez, je crois que je l'ai vu, mais je ne connais pas la composition, je ne sais pas à quoi il correspond. À la stevia, me dit-on.
Ah là, c'est bien. Moi, pour les boissons, je crois qu'il faut savoir à quoi répond la sensation de soif. Oui. Est-ce que je bois pour me faire plaisir ou parce que j'ai soif? Oui. Quand j'ai soif, la réponse c'est de l'eau. Oui. Après, j'ai le droit de me faire plaisir avec une boisson. Et pour moi, que le coca soit light ou pas, ou stevia ou pas, c'est exactement la même chose. C'est que je me fais un plaisir. Donc je le fais avec ce qui me fait plaisir. Voilà, sur il ne faut l'instant. pas que ça remplace toutes les boissons. Évidemment, il ne faut pas boire que ça, et Dieu sait que j'en connais quelques-uns qui n'absorbent que ça, voire très très tôt le matin. On avait un réalisateur à la radio qui s'envoyait une certaine canette avec la canette qui a des ailes dans le dos. Voilà, pour ceux qui connaissent bien, qui est une canette énergisante. Alors, juste un petit mot là, oui. une boisson comme un coca de 200 millilitres, ça va vous être équivalent à 10 morceaux de sucre. Hein. Ah oui, quand même, ouais. Donc c'est comme si vous sucriez votre café le matin avec 10 morceaux de sucre. Donc c'est complètement aberrant de boire du coca toute la journée. Voilà. Ça ne me dérange pas de boire un coca de temps en temps. De hein, temps comme en temps, Antoine, pour le plaisir. Si ça me plaît l'été dans un pays tropical, c'est très agréable. Exactement. Les légumes. Je voudrais qu'on parle des légumes parce que quand on est pré-ado ou ado, faire manger des légumes, ça relève parfois de l'exploit. On va parler des soupes, on va parler des épinards et on va parler des carottes. Tiens, un mot sur les carottes, parce qu'on vous a posé cette question évidemment et c'est souvent ce qu'on dit aux enfants. Écoute, mange des carottes, tu seras un peu plus aimable ou éventuellement tu auras, je sais pas, un teint allé. Est-ce que les carottes font bronzer, docteur Montet? Alors, on peut répondre oui. Les carottes sont pleines d'une molécule qu'on appelle le carotène, qui est orange naturellement. Et donc, si vous mangez beaucoup de carottes, vous allez devenir orange. Alors, c'est là que la définition du bronzé peut être variable, quoi. Parce qu'un teint orange, je ne sais pas si c'est très agréable sur la plage. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Alors, ça vous fait pas bronzer au sens de bronzer, ça va vous donner un teint légèrement orange. Donc, c'est pas terrible non plus. Ça, par contre, c'est vrai. Et après, la carotte est bonne, surtout pour les yeux, puisqu'elle contient ce qu'on appelle une provitamine A, là, qui va favoriser, je ne suis pas médecin, moi, mais qui va favoriser des synthèses qui vont favoriser le bon état des yeux. Et il y avait aussi cette expression sur les fesses roses de bébé. Ben oui, ça vient de là, oui. Elles sont pas roses, elles sont oranges. Elles sont oranges, exactement. Bon, en tout cas, mangez des carottes. Et on parlera des épinards aussi dans quelques secondes, parce que ça aussi, alors les épinards, tous les ados, pré-ados, enfin tous les enfants ont vu Popeye, bien sûr. Est-ce que manger des épinards rend plus fort? Pourquoi est-ce qu'il y a ce mythe? Alors au travers, bien sûr, du dessin animé. Est-ce que il y a d'autres raisons à cela? Le fer, qui permettrait à l'oxygène de se fixer sur les globules rouges. Ça, c'est l'aspect scientifique des fameux épinards. En quelle quantité faut-il en manger pour commencer à pas à subir, mais à ressentir les effets bénéfiques des épinards? C'est le professeur Antoine Avignon et le docteur Didier Montet qui reviennent dans un instant. Le Mac de l'après-midi. Le Mac de l'après-midi. Sud Radio. Et c'est un livre que nous mettons à l'honneur aux éditions Edilivre, celui du docteur Didier Montet, question d'enfants concernant l'alimentation. Le docteur qui a été sollicité par des maîtres d'école du côté de Carcassonne, je crois, docteur, c'est ça? Carcassonne en particulier avec le maître d'école Philippe Vinck. Voilà. Et évidemment des questions que se posent les enfants, les préados et les adolescents sur l'alimentation. Avec, vous avez entendu tout à l'heure les questions un petit peu de général sur les aliments, sur les légumes. On va y revenir sur l'aspect nutritionnel. On parlera des épices aussi, et puis des viandes, poissons et des œufs, etc., etc. Nous sommes aussi avec le professeur Antoine Avignon, qui est du côté du CHU de Montpellier et qui connaît évidemment, puisque on parle d'endocrinologie, de diabétologie et autres nutrition au CHU de Montpellier. Avec le professeur Antoine Avignon. Tiens, question pour vous, professeur. Je fais un petit aparté rapide sur la fameuse collation de la récré de 10 heures, puisqu'on parle des enfants et les questions que se posent les enfants. Elle a beaucoup été décriée, cette fameuse collation de 10 heures. Certains disaient que le petit goûter de 10 heures, la collation matinale, apprendrait aux enfants à manger sans faim et au-delà de leurs besoins nutritionnels. Ce serait le début du grignotage et de la déstructuration du rythme de prise de repas à un âge où se forgent les habitudes alimentaires. Pour ou contre ce petit goûter de 10 heures?
Alors moi, je suis contre tout ce qui est obligatoire, parce que comme vous l'avez dit, il y a quand même dans un environnement où il y a tout le temps à manger, il faut retrouver les sensations de son corps pour savoir quand est-ce qu'il faut manger. Et la sensation de faim, c'est extrêmement important. Donc dire à des enfants qu'ils doivent prendre une collation à 10 heures sans tenir compte de leur faim, donc collation obligatoire non, mais pas collation interdite non plus. C'est les enfants, ceux qui ont faim, vous pouvez manger, mais ceux qui n'ont pas faim, ne mangez pas. Le caractère qui a été décrit, c'était le côté obligatoire de la collation. Ouais. Ouais. Donc là, effectivement, à chacun de juger en fonction de son appétit, de son envie du moment. Voilà, tout à fait. Ça paraît important de bien... Je crois que c'est ce qu'il faut apprendre. Mais d'ailleurs, si nous, les adultes et l'environnement, on ne perturbait pas les enfants, ils ressentent très bien les signaux. Hein. Ils savent très bien quand est-ce qu'ils ont besoin d'énergie. Et même un enfant qui a été courir toute la matinée sur le terrain de foot et qui a envie de quelque chose de sucré à la fin, c'est un besoin qui est, je dirais, un petit peu naturel. Hein. Donc, attention à tous les interdits et tout. Il faut surtout écouter les signaux qui viennent du corps. Voilà, écoutons notre corps. Pas d'interdit, pas d'obligation non plus. C'est ce que vous nous dites en substance, professeur Antoine Avignon. Alors, le livre, docteur Didier Montet. Tiens, on parlait des légumes et on parlait des épinards. Alors ça, autant vous dire que les épinards, je connais une génération entière d'enfants traumatisés par l'obligation de boulotter des épinards. Et pourtant, Dieu sait que c'est bon les épinards, parce que ça a on va dire, des apports extraordinaires. Oui, on va dire ça. Un épinard, c'est un légume qui contient beaucoup d'eau déjà. Et il a une belle couleur là, qui est due à une molécule qu'on appelle la chlorophylle, là, qui est quand même un capteur d'électrons, éventuellement un capteur de fer. Là, je ne me rappelle plus exactement, parce que je ne suis pas un spécialiste des épinards. Mais c'est un aliment qui est végétal, donc qui a l'avantage de tous les végétaux, c'est-à-dire il contient des fibres, il va vous aider à digérer, c'est ce qu'on appelle des aliments qui auront des tendances anticancéreuses. Alors, l'épinard est loin d'être un médicament, hein. Ça reste quand même un aliment. L'histoire du fer, là, c'est pas le fer des épinards qui a rendu costaud Popeye, hein. C'est la personne qui a écrit la bande dessinée, évidemment, qui a fait une grosse publicité là-dessus. Il y en a même qui disent que cette histoire de quantité de fer viendrait d'une erreur analytique qui a été faite à cette époque-là, hein, parce que ça remonte un petit peu à l'histoire de Popeye. On l'a connu, on était bien jeunes. Donc les matériels analytiques étaient moins performants que maintenant. Je crois que maintenant, on ferait plus ce genre d'erreur. En fait, ils contiennent du fer comme un végétal. Hein. Donc, en gros, l'épinard a des propriétés antioxydantes là, qui sont en général bien pour le corps humain. Des propriétés de fibres qui sont très bien pour la digestion, et puis voilà, on va se contenter de ça. Enfin, dans le livre, vous allez plus loin, vous dites qu'une consommation quotidienne d'épinards cuits chez l'homme limiterait 1. la dégénérescence musculaire, 2. certains cancers, notamment du sein, de l'œsophage et du côlon, 3. une meilleure résistance des globules blancs au stress oxydatif. Voilà, c'est ce qu'on trouve en lisant la bibliographie sur les épinards. Et il faudrait pouvoir manger des épinards tous les jours. Tous les jours. Hein. Mais ça va rester vrai si vous mangez des légumes tous les jours. Le problème d'une alimentation mal faite, c'est que les gens vont supprimer les légumes et les fruits et donc vont éliminer ce genre d'aliment qui va vous aider dans votre digestion et vous aider à vous apporter des vitamines, des sels minéraux qu'on ne va pas retrouver par exemple dans une viande. Professeur Antoine Avignon, les épinards ? Ah oui, l'épinard, comme vient de le dire Didier Montet, c'est bon pour la santé, comme tous les légumes, mais comme tous les légumes et comme tout aliment, si vous en mangez tous les jours et encore plus à tous les repas, ça va finir par lasser, ça va pas être possible. Donc, comme le reste, en quantité raisonnable, avec une régularité raisonnable. Voilà, exactement. Les fruits et les desserts, ça aussi, alors ça, les enfants, il y a un attrait particulier, on sait très bien qu'en général, ils font l'effort de terminer le repas principal pour se dire, est-ce que, hop là, j'ai une petite place pour les desserts. Vous avez eu des questions aussi sur les fruits et les desserts. Le coût des 5 fruits et légumes par jour, vous y revenez aussi, docteur Didier Montet, dans votre livre. Ah oui, ça c'est notre plan national santé qui nous a imposé cette publicité-là. Donc, pour quelqu'un qui mange normalement, c'est-à-dire légumes, fruits, tous les jours, à tous les repas, il n'aura aucun problème pour arriver autour de ces 5 éléments de l'alimentation. Alors 5, c'est un nombre approximatif. Hein. Si vous en mangez 3 un jour, 2 le lendemain et 6 le lendemain, il n'y aura aucun problème. C'est une moyenne. Au niveau du corps, bien sûr, c'est une moyenne. En général, on y arrive assez facilement. Le problème chez certains ados en particulier, c'est qu'ils n'en mangent pas du tout. Et là, on peut avoir des dérives de condensation en
poids qui vont conduire à des phénomènes d'obésité ou d'autres maladies métaboliques. Mais ça, Antoine le sait mieux que moi. Et Antoine Avignon, justement, il y a beaucoup de vos confrères nutritionnistes qui disent cette histoire de cette campagne des 5 fruits et légumes, c'est bidon. Hein. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, bidon. Moi, je trouve qu'il faut pas toujours critiquer. Dès que quelqu'un fait quelque chose, on le critique. Donc vous êtes dans la modération, vous êtes dans la grande modération, professeur. Hein. Mais écoutez, globalement, manger des fruits et légumes, c'est bon. Après, ce qui est pas bon, c'est les pièges qu'on nous tend. C'est-à-dire, par exemple, quand vous avez une publicité avec une glace à la fraise et vous avez le petit bandeau qui défile en disant manger 5 fruits et légumes par jour. Oui, c'est clair. Ben voilà, le piège, il est là. Les ados ou les enfants ou même les parents vont dire, allez hop, je mange ma glace à la fraise, ça fera un fruit. Donc, c'est les pièges auxquels il faut faire attention. Et globalement, ça veut dire qu'il faut manger des fruits et légumes et que c'est plutôt bon. Moi, je m'oppose pas. Oui, je suis modéré, oui, parce que vous savez, c'est facile de critiquer. Mais voilà, c'est une campagne qui a fait passer à tout le monde. Tout le monde sait que les fruits et légumes, c'est bon en France maintenant. Oui, mais enfin, quand, encore une fois, et je sais de quoi je parle de temps en temps, j'ai eu des remises à jour, des remises à niveau, on va dire, sur peut-être quelques excès que j'ai pu faire, où on me dit, mon médecin me dit, il faudrait peut-être voir éventuellement à faire un peu d'exercice, choses comme ça. Bon. Et quand vous voyez, on est quand même intoxiqué quotidiennement à la télévision avec les publicités. Toutes les 2 secondes, vous regardez la télévision, vous avez envie de manger tout et n'importe quoi, et qui plus est, pas nécessairement des choses très équilibrées quand même. Hein. Mais il y a ça le souci, c'est que finalement, faut pas que les gens croient qu'ils sont maîtres de ce qu'ils mangent. Et d'ailleurs, comme beaucoup de choses qu'on fait, c'est notre environnement, c'est la publicité, c'est la société qui nous guide. Et c'est là qu'il faut aider les gens à reprendre un peu un contrôle et leur donner des repères quand même. Ouais. En tout cas, il faut équilibrer tout ça, on est d'accord. Alors, dans votre livre aussi, il y a un chapitre très intéressant sur les épices. Moi, j'ai appris un truc. Il y a une question qui a été posée par un enfant, Dr Monté, qui dit, est-ce que la moutarde peut combattre le cancer ? C'est ça, la question que vous évoquiez, qui vous a sans doute particulièrement étonné. Oui, c'est le genre de question qui est étonnante à cet âge-là. Si l'enfant a parlé de ça, c'est qu'il a été confronté à ce problème, sûrement dans sa famille. Bon, là, je pense pas qu'en mangeant de la moutarde, on va combattre le cancer. Non, pardon de rire, mais c'est vrai que ça fait sourire. Le raccourci fait sourire. Tout le monde par les aliments, ça me paraît un peu bizarre. Maintenir les gens en bonne santé grâce aux aliments, c'est sûr. Ça, j'en ai convaincu. Soigner des gens avec des aliments, et en particulier en mangeant de la moutarde ou du piment, ça va être plus difficile. On ne remplace jamais les médicaments par des aliments. Mais on peut apporter un confort énorme par l'alimentaire. Déjà, le plaisir que cite Antoine, ça, c'est pas un médicament qui va vous apporter du plaisir. Ouais. Ça peut aider, oui. Est-ce que, professeur Antoine Avignon, vous êtes inquiet pour, même si vous êtes un optimisme, on l'a bien entendu, avéré, est-ce que vous êtes inquiet pour la génération de nos enfants quant à l'alimentation et à tout ce qu'on ingurgite, ce qu'on appelle la génération hamburger, par exemple. On ne va pas revenir sur l'histoire du fast-food, mais est-ce que vous êtes inquiet pour ces prochaines générations ? Comme vous l'avez dit, je suis plutôt un optimiste. Et donc, je pense que non, on va arriver à s'adapter. Il faut être optimiste. Il ne faut pas faire passer auprès des gens que des messages négatifs. Je crois qu'il ne faut pas combattre ce fast-food. Il faut dire qu'ils ont leur place. Ils ont leur place de temps en temps. Et à côté, justement, il faut promouvoir, informer les gens. Il faut informer qu'ils sachent ce qui est plutôt favorable à manger. Voilà, il faut que les gens aient une information raisonnable et que ça ne soit pas que certaines compagnies qui fassent passer leur message. Donc, non, je crois... Excusez-moi, parce que je sais que quand on tape le catastrophisme, ça passe mieux. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas dans le catastrophisme, moi, je suis dans l'optimisme. Oui. Et je compte sur l'être humain pour pouvoir s'adapter à toutes ces modifications de l'environnement. Ceci dit... Oui. Ça se dit, il y a quand même des gens, quand on parle de l'obésité des enfants, l'obésité des adolescents, etc., ce sont des faits avérés. On ne peut pas dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Bien sûr, il y a des problèmes. Maintenant, est-ce que c'est en fustigeant sur certaines choses ? Vous savez d'où viennent les problèmes de santé et d'obésité ? C'est globalement les milieux sociaux les plus défavorisés. C'est-à-dire, c'est quand on est un petit peu à la dérive, qu'on prend les choses qui sont... Mais c'est normal, hein, surtout, je fais très attention à ce que je dis, je ne veux pas être culpabilisant vis-à-vis de personnes qui sont en difficulté, et finalement on prend des solutions faciles et puis c'est là qu'il faut faire des choses. Pour moi, l'action elle va presque être plus sociale qu'alimentaire à ce niveau-là. En tout cas, on a bien compris votre point de vue, mais c'est un sujet qui revient régulièrement, et on sait que notamment dans d'autres pays, aux États-Unis, on voit qu'il y a des campagnes assez virulentes, et en tout cas une campagne coup de poing où on essaie de combattre. Oui, allez-y. Pour avoir la réussite
déficit qu'on a aux États-Unis, je préfère nos méthodes à la française sur ce plan-là. Je ne veux pas faire de l'anti-américanisme non plus. Ouais. Alors, sur le plan obésité, c'est pas le pays qu'on va prendre en exemple. Non, c'est sûr, mais en tout cas peut-être la réaction en tout cas des pouvoirs publics qui font le nécessaire pour essayer de sensibiliser les gens à ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent, et le résultat est là aujourd'hui. Mais écoutez, le résultat en France, on attend un petit peu les dernières études, mais on a aussi stabilisé l'obésité, y compris chez l'enfant et peut-être même surtout chez l'enfant. Donc on ne peut pas négliger que peut-être le plan national nutrition santé dont on va parler n'y soit pas au moins un peu pour quelque chose. On se débrouille pas si mal que ça en France sur ce plan-là. C'est pareil, il ne faut pas toujours dire. Vous l'avez dit, je suis optimiste. Je souligne qu'il va bien. Eh ben, vous avez raison et on va garder cet optimisme en tout cas. Merci infiniment, professeur Antoine Avignon. Merci de votre expertise et de votre enthousiasme. Ça fait plaisir de vous entendre. Docteur Didier Montet, merci pour votre livre qui répondra aux questions parfois embarrassantes que peuvent poser les enfants sur l'alimentation en particulier. C'est aux éditions Edilivre. Docteur Didier Montet, questions d'enfants concernant l'alimentation, les réponses aux parents et aux enfants bien sûr. On pourra leur faire lire. C'est écrit gros pour certains. Voilà, merci à tous les deux et vous pourrez réentendre tout cela en podcast comme toujours. C'est le site sudradio.fr. À très vite, à demain en particulier.